rythme après les scores très élevés, vous le savez, de Beppe Grillo en Italie et de Silvio Berlusconi, on peut le dire aussi, aux élections générales. Des mouvements qui surfent aujourd'hui sur le désespoir des populations étranglées par l'austérité, le populisme qui fleurit un peu partout en Europe. Alors comment endiguer ce mouvement? Un Beppe Grillo ou un Geert Wilders seront-ils un jour au pouvoir? Nous poserons dans un instant la question à nos invités. Je vous la présente très rapidement. Andrea D'Ambra, qui a été candidat aux élections législatives pour le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, avec Olivier Carrez, qui est député... Carré, pardonnez-moi. Décidément, mais ça... Je ne suis pas du tout à son niveau. Je suis pas au top là ce soir. Olivier Carré, donc, qui est à la commission des finances à l'Assemblée nationale, qui est député UMP du Loiret, c'est bon. Raquel Garrigo, porte-parole internationale du Front de gauche, et Gaël Brustier, qui est politologue et qui est spécialiste notamment des populismes, auteur de La guerre culturelle aura bien lieu, c'est aux éditions Mille et une nuits. Avant de reprendre ce débat, on va tout de suite écouter François Hollande. C'était lors du sommet du 23 mai dernier, le président français qui a affirmé bien qu'il y a aujourd'hui 2 populismes en Europe. On l'écoute. Nous avons aujourd'hui un double populisme qui émerge ou qui se consolide. Un populisme en Europe du Nord par rapport à des citoyens qui ne veulent plus donner, et un populisme d'Europe du Sud par rapport à d'autres pays qui sont frustrés d'être obligés de subir des plans d'austérité. Olivier Carré, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui changer de politique européenne, dire stop à la rigueur, arrêter de vouloir à tout prix se fixer ces 3% de déficit et donner un peu de souffle, un peu d'air aux populations? Le vrai sujet là-dedans, pour protéger la démocratie. Simplement 2 chiffres. Aujourd'hui, les déficits budgétaires, c'est à peu près, en moyenne, en Europe, un peu plus de 3%. Il y a une dizaine d'années, c'était à peine 2%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un plan de relance ou quelque chose, si on était 10 ans en arrière, on voudrait faire un plan de relance, on mettrait beaucoup d'argent public, on atteindrait des déficits qu'on justifierait, mais qui ne dépasseraient pas les 3% ou 3,5%, et on dirait, on fait de la relance. Aujourd'hui, cet argent-là, il coule dans les sociétés. En France, par exemple, 90 milliards de déficit budgétaire. Ça veut dire que notre économie, les gens reçoivent 90 milliards d'euros de plus que ce que, en fait, il y a eu comme recette de la part de l'État. Donc, en termes mécaniques, on n'est pas autant dans l'austérité que ce que l'on raconte. La deuxième chose, et c'est là que c'est très difficile. Mais bien sûr que c'est inquiétant. C'est pour ça que c'est inquiétant. C'est pour ça que c'est inquiétant. C'est parce que justement, on est en panne de modèle. On est en panne d'espoir. On est en panne de confiance. Et ça, c'est là qu'il y a une véritable responsabilité politique et qui nécessite de se pencher, en tout cas tous ceux qui le veulent, sur ce que l'on attend justement de l'Europe. Parce que sur le plan strictement comptable aujourd'hui, même si jamais on explique qu'il y a un certain nombre de mesures, on n'y est pas. Oui, mais l'austérité aujourd'hui, c'est ça. Oui, mais les populations... Telle qu'elle est présentée. Mais elle est présentée comme trop de dépenses, alors que je pense que vous l'avez bien dit, c'est un défaut de recettes. Et ce qui s'est passé en France... On n'a jamais eu autant de recettes, par exemple, en France qu'en ce moment. Jamais eu autant. Jamais autant. C'est pas vrai, les impôts n'ont jamais été aussi bas. Et là, on est d'accord, c'est une question de modèle. L'impôt sur le revenu n'a jamais été aussi bas. Même la proposition de François Hollande d'augmenter la dernière tranche... Il faut changer de modèle, je pense qu'il faut se poser la question. Oui, mais c'est pas tout à fait, c'est la preuve. L'austérité, surtout, le vrai problème pour revenir à la démocratie, c'est que nous, les citoyens, n'avons pas le choix, n'avons pas le pouvoir de décider si on en veut ou si on n'en veut pas. Mais je suis aussi citoyen. Parce que, oui, absolument. Et vous aussi, au deuxième tour, vous n'avez eu le choix contre 2 candidats dont les 2 étaient d'accord avec ce modèle austéritaire. Mais pourquoi les autres n'ont pas été on a même eu droit en France à un candidat qui a dit qu'il allait renégocier le traité européen sur l'austérité, qui ne l'a pas fait. Non. Donc, du point de vue du citoyen, encore une fois, où est la démocratie? La démocratie, c'est le choix. Ce n'est pas le consensus, ce n'est pas les techniciens qui disent voici comment on va faire. En tête au premier tour. Mais monsieur, nous y travaillons. Et d'ailleurs, non, pas du tout. Il n'y a pas eu en France, de gros politiques, d'instruments politiques au niveau du Front de gauche depuis 30 ans. C'est une grande nouvelle. Et d'ailleurs, à tous ceux qui regardent la situation italienne ou ailleurs,
cœur avec comme ça des tremblotes en se disant « Ouh là là, c'est très grave », je dis « Ouf, en France, regardez, nous avons le Front de gauche ». Moi, je dis que le Front National, ça n'est pas populiste parce qu'il faut les appeler pour ce qu'ils sont. Il faut dire c'est l'extrême droite. Il faut dire ce sont des fascistes ou néofascistes comme vous voulez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en France, nous sommes dotés d'un instrument politique susceptible justement, de être un instrument, un débouché de cette indignation. Le Front de gauche, je voulais dire. Oui, parce qu'imaginez le scénario français sans le Front de gauche. Pardonnez-moi, Raquel Garrigo, mais Olivier Carrel disait, vous n'avez fait que 11% mais c'est un début. Mais imaginez c'est peut-être une bonne nouvelle de vous avoir, vous, le Front de gauche. La mauvaise nouvelle, peut-être pour vous, et peut-être d'ailleurs aussi, peut-être pour les Européens, c'est que José Manuel Barroso, lui, montée en tout cas du populisme ou pas en Italie, il a dit, on va continuer sur la même ligne. On écoute le président de la Commission européenne et je vous fais ensuite réagir. Pour les raisons que j'évoquais. L'erreur serait, et j'espère que nous n'allons pas céder à cette tentation, d'abandonner le populisme suite aux résultats d'un État membre en particulier. Il est clair qu'après la grave crise financière que nous avons traversée, il y a des décisions politiques difficiles qui doivent être prises et mises en place. Et pour cela, nous avons besoin d'un leadership courageux et efficace, pas seulement dans la prise de décision, mais également dans la manière de les diffuser et de mobiliser les ressources nécessaires pour le faire. Andrea Dombravou, c'est plus simple, vous proposez de quitter l'Union européenne, d'abandonner l'euro ? Pas du tout. C'est ce qu'il dit quand même, Beppe Grillo. Non, il n'a jamais dit ça. Alors il dit qu'il veut juste entendre les gens. Il veut que les gens soient entendus. En Italie, à chaque fois qu'on essaye de faire des référendums, d'entendre les gens, par exemple... Il ne dit pas qu'il faut abandonner l'euro. Non, il a dit qu'il faut faire un référendum pour écouter les gens et de faire choisir les gens. En France, il y a eu, si je me souviens bien, en France, il y a eu, excusez-moi, un traité, un référendum pour faire décider aux Français s'ils voulaient ou pas le traité européen, la Constitution européenne. Ils ont entendu les Français. En Italie, on n'a jamais eu de référendum. Alors, il veut que les gens soient entendus. Une démocratie, c'est écouter le peuple. C'est le peuple qui gouverne. Donc, il faut revenir aux bases, je pense, de la démocratie, le sens de ce qui est la démocratie. Il faut entendre les gens. C'est les gens qui doivent choisir. Les gens informés, ils choisiront et décideront. Vous êtes pour l'Europe. Vous dites il faut que l'Italie reste dans l'Europe. Il faut garder. Le mouvement 5 étoiles est pour l'Europe. Et pour l'euro. Et l'euro, il est pas contre l'euro. Il est pour que les gens soient informés. On est pour une Europe différente de celle-ci. C'est pas un tabou. Je pense pas qu'on doit accepter soit cette Europe comme ça, soit on est populiste. C'est quand même incroyable. Et même d'être attaqué par Barroso, qui n'a été élu par personne. Il faut faire choisir le Parlement européen. Il faut que les gens soient élu par quelqu'un. Ce n'est pas au chef d'État ou au chef de la Commission européenne de choisir. Il faut que la démocratie, donc le Parlement européen, ait plus de pouvoir, une Europe fédérale. C'est ça ce qu'on veut. Gaël Brustier. Bon, il y a deux types de souveraineté en Europe, en fait. Vous avez une souveraineté qui est populaire et qui est dans le cadre des États-nations et qui est conflictuelle, et vous avez une souveraineté des élites et qui est consensuelle et qui est au niveau européen. Et quand vous regardez bien le niveau européen, vous avez une politique monétaire qui appartient à la Banque de Francfort, vous avez une politique commerciale et une politique du marché unique qui appartient à la Commission de Bruxelles, une politique des échanges internationaux qui appartient également au niveau européen. Et puis, qu'est-ce qui reste au ministre français? Il reste en gros la viande hachée dans les tomates farcies. Donc, il y a un problème entre ces deux cadres, qui est qu'il y a une distorsion entre ce que votent les gens et ce qui est adopté consensuellement par les élites au niveau européen. Et c'est ce qui donne des mouvements comme celui de M. Grillo. Mais finalement, on est entré dans ce système-là depuis les années 80. Et depuis les années 80, on a vu émerger les mouvements populistes de différentes sortes. Aujourd'hui, on a des mouvements populistes au sud qui sont plutôt démocratiques, qui en appellent à la démocratie idéalisée. Mais c'est vrai, ce que dit le président Hollande n'est pas faux. Au nord, vous avez des populismes du repli ou dans l'arc alpin. Des gens qui disent on ne veut plus payer pour les pauvres. C'est fini. Wilders, c'est ça. Il dit, moi, je ne veux pas payer pour les pauvres, et puis en plus, je ne veux pas que les immigrés portent le voile et qui m'empêchent d'avoir des mœurs libres, comme on a toujours eu aux Pays-Bas. Et donc, vous avez ces montées de mouvements-là. Mais une des causes, c'est quand même la distorsion entre le cadre démocratique des États-nations, finalement. Il y a un déficit de démocratie. Et puis, le niveau européen, où on a du mal à articuler les deux, avec, pendant des années, des dirigeants politiques qui ont fait la navette entre Bruxelles, qui disaient Gare du Nord blanc, et quand ils arrivaient à Bruxelles, ils faisaient noir. Et ça a été un truc destructeur pour l'Europe.
ou Monti. Ce sont quand même des hommes politiques qui, une fois qu'ils ont perdu les élections chez eux, c'est-à-dire une fois que leur peuple leur a dit on veut plus de vous, ils se recasent à la Commission européenne et puis hop, après ils reviennent. Et puis c'est eux ensuite qui placent les banquiers de Goldman Sachs. Les Italiens ont été très forts pour ça. Draghi, ils se sont bien casés à Bruxelles, ils ont bien profité du système. Et pendant ce temps-là, effectivement, il n'y avait pas la possibilité pour les citoyens européens de constituer un lien direct entre leur propre souveraineté et les décisions européennes. Ça, c'est évident. Mais pour revenir sur les termes, moi, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser le terme populiste. Voilà. S'il veut tout dire... Si c'est la même chose, les fascistes du Nord, l'extrême droite, si ça veut dire l'extrême droite... C'est qui donne les étiquettes? C'est qui choisit si quelqu'un est populiste? Alors justement, on va regarder cette une du Monde Égale-Brussier. Je voudrais que vous me fassiez un petit éclairage là-dessus. C'était une du Monde qui datait donc de février au moment de la campagne électorale où il y avait Le Pen, Mélenchon, populiste. Donc on mettait sur le même plan... Ce qui est un scandale. Un scandale absolu. On mettait sur un même point Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Gaël Brussier. Vous voyez, le match des populismes, c'était ça précisément le titre. Si vous voulez, moi je ne mets pas sur le même plan Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, ou Marine Le Pen. On a deux phénomènes complètement différents. Vous avez un certain nombre de gauches radicales qui se reconfigurent en Europe et qui sont en train d'évoluer. On le voit avec Die Linke en Allemagne, on le voit avec le Front de gauche en France, on le voit avec Syriza en Grèce, et qui n'ont rien à voir avec les mouvements qu'on dit populistes, qui sont des nationaux-populismes et qui sont des mouvements type Lega Nord, qui sont des mouvements d'extrême droite ou rien à voir avec le mouvement 5 étoiles. Et parfois identitaires avec un certain nombre de variantes. Si vous voulez, de mettre toute contestation sous le vocable populiste, un avantage pour ceux qui le font, une fonction qui est de disqualifier ces gens-là. En vérité, le populisme, on peut le prendre comme une technique, comme je porte la voix du peuple, et puis on peut le prendre de différentes façons. Il se trouve qu'il est connoté en France et que depuis les années 80, le national-populisme colle au Front National et le Front National salit d'une certaine manière tout ce qui touche. Dès que Marine Le Pen touche quelque chose, c'est un peu l'inverse du roi Midas, elle le transformait tout en or, elle le transforme en autre chose. Et donc du coup, on contribue à disqualifier toute contestation et toute alternative, ce qui nourrit encore plus les phénomènes dits populistes, et parfois des démagogues, etc. Alors qu'en dans le fond, tout simplement, le Front de gauche assume une fonction tribunicienne, c'est vrai. C'est-à-dire que, c'est le parti du peuple pour renverser l'oligarchie. Il n'y a pas que le parti du peuple, excusez-moi, mais simplement, tous les partis du PS, UMP, tous les partis sont du peuple. C'est bien là qu'est le sujet. Il n'y a pas de théorie, il n'y a qu'une pratique, c'est justement de se faire élire, monsieur. Donc, ça, c'est la première chose. Et notamment par le peuple. Mais là, vous défendez l'ancien régime. Là, vous dites, je suis dans un système qui est légitime, je suis légitimé par ce système légitime. La seule chose, pour aller dans votre sens, par rapport à la réaction que vous avez eue tout à l'heure vis-à-vis de Barroso, là, moi, je vous rejoins complètement. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ce modèle-là, pour moi, il est mort. Ce modèle, il est mort, et parce qu'il ne permet pas de construire la promesse que l'Europe doit apporter, notamment aux jeunes. On ne peut pas construire une démocratie libérale au sens du 18e si jamais on ne permet pas aux générations les plus jeunes de croire en leur avenir. Et c'était ça, finalement, le fond de ce que j'ai compris de votre engagement. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, de ce point de vue-là, l'Europe est en panne. Pour un jeune, la seule chose qu'elle a su faire, c'est Erasmus. Le reste, c'est du chômage. Et à partir de là, on est en panne complète. Et nous, tous les politiques, alors après, chacun, justement, choisit sa voie. Mais tous les politiques, notre devoir de cette génération-là, c'est d'imaginer quel est le modèle, justement, tel que vous l'évoquiez, fédéral, confédéral, mais qui redonne, justement, une légitimité démocratique aux décisions qui sont prises. Et aujourd'hui, ces légitimités sont complètement distendues par des décisions qui sont généralement des décisions aussi apportées par les gouvernements nationaux sous prétexte d'être imposées par Bruxelles, ce qui leur permet de ne pas assumer les éléments de gestion qu'ils devraient prendre chez eux, tout simplement, et qui font que, malgré des chiffres dont j'expliquais tout à l'heure, qui marquaient plutôt une dérive des comptes publics plutôt qu'un resserrement, eh bien, on en arrive à une incompréhension totale entre le peuple et ses élites. Et c'est ça qu'on a la responsabilité absolue de reconstituer, parce que sinon, aujourd'hui, tout ça est sympathique. Mais à la sortie, vous allez avoir un mouvement 5 étoiles en France aussi. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois des mouvements, comme vous dites, démocratiques de rue qui emportent un gouvernement, qui le renversent, sans doute une dictature, mais qui sont remplacés par une autre dictature. Je dis pas du tout celle. Je dis pas du tout les vôtres. Et je dis pas du tout les vôtres. Mais les histoires sont pas écrites.
Et les renversements, ils peuvent avoir lieu. Et ils ont lieu à côté, ils ont lieu à nos portes. En Amérique latine, par exemple, où les mouvements qui s'en aillent tous, que se vayan todos, aboutissent à des projets qui sont hyper démocratiques. Mais encore une fois, on en revient. Après, la condition, c'est comme en amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et bien, la démocratie, c'est pareil. Si vous vous dites démocrate réellement, si vous êtes républicain, alors vous poserez la question de faire une 6e République. Mais alors vous direz, mais qui est légitime pour faire cette 6e République? C'est le peuple lui-même. Il faut donc une assemblée constituante. Ce n'est pas possible de se proclamer pour la jeunesse, pour le choix, mais pour c'est possible, madame. Non, j'ai le droit de dire ce que je veux en tant qu'homme politique. On a la même légitimité en tant que personne mais souffrez que les gens ne vous croient plus. C'est tout ce que je vous dis. Moi, j'en ai suffisamment qui me croient pour pouvoir m'avoir élu face à un adversaire qui lui a été battu. Mais c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Un dernier mot, je voudrais au terme de ce débat pour Gaël Brussier. Est-ce qu'on peut imaginer demain un BP Grillo prendre la tête, devenir président du Conseil italien? Il n'est pas candidat en plus, ça je l'ai pas précisé. Mais c'est les citoyens qui sont candidats. Oui, mais est-ce qu'on peut imaginer le populisme être porté, ou des populistes être portés au sommet de l'État? Il le sera peut-être un jour candidat. Vous dites jamais. Non, c'est le haut-parleur, c'est les citoyens qui sont candidats dans l'histoire. Toujours des gouvernements autoritaires. Et l'histoire, et encore une fois, c'est pas nouveau. Ça fait 2000 ans que ça existe. Ça sert à rien de faire 2000 ans que ça existe. Ça s'est toujours passé comme ça. Ce que je crois, c'est que tant que l'austérité continuera, tant que cette politique continuera, vous aurez des BP Grillo qui apparaîtront un peu partout en Europe sous diverses formes. Il y en aura des démocratiques, des racistes, des petits, des grands, et de n'importe quelle sorte. Ou des fronts de gauche, Gaël Brussier. Il y a une course de vitesse aussi. La Sinistra Critica en Italie, elle a été réduite à moins de 2%. Pour les gauches radicales, il y a une leçon à tirer aussi de l'Italie. C'est-à-dire qu'elles sont en train de disparaître. La gauche radicale qui est en train de disparaître en Italie. Parce qu'ils ont probablement fait comme le Front de gauche. En Front de gauche, nous sommes en course, nous et le Front National, non? Eux, ils courent depuis longtemps, mais nous, on court plus vite. Allez, on arrive au terme de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un débat consacré à la démission du pape Benoît XVI, parce que vous le savez, demain à 20h, heure de Paris, Benoît XVI quittera ses fonctions. Très belle soirée, à demain.